RCF. À votre service, rediffusion. Bonjour à tous, les étirements, voilà un mot qui vous rappelle sans doute de lointains souvenirs de cours de gym ou d'endurance que vous avez pu suivre à l'école ou au lycée, à moins que vous ne pratiquiez régulièrement encore aujourd'hui une activité sportive, auquel cas ce mot fait peut-être partie de votre vocabulaire quotidien. Quoi qu'il en soit, vous ignorez sans doute qu'en plus des étirements liés au sport, eh bien, il est essentiel de s'étirer chaque jour à la maison, car c'est un fait, notre corps a tendance à se raccourcir avec le temps, avec le stress ou avec la sédentarité, et les étirements domestiques sont donc une pratique indispensable à l'entretien du capital élasticité de notre corps. Alors ce matin dans votre service, nous prenons 1h30 ensemble pour comprendre pourquoi il est si important de s'étirer chaque jour, pour comprendre aussi ce qui se passe dans notre corps lorsque l'on s'étire, et puis nous verrons aussi concrètement comment s'étirer, avec quelle posture, avec quel mouvement, dans quelles conditions et à quel moment de la journée. Voilà les questions que nous allons poser à notre invité jusqu'à 11h. Et puis bien sûr, on compte sur vos propres questions, vos propres réactions. Que vous soyez ou non un adepte des étirements, venez nous en parler à partir de 9h45 au 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23 et par courriel à votre service @rcf.fr. 9h30, 11h, à votre service, Olivier Tonnelier. Notre invité ce matin jusqu'à 11h, c'est vous, Alain Marx. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes masseur kinésithérapeute à Besançon et puis vous êtes l'auteur de 2 livres qui sont consacrés à ces étirements. Tout d'abord, S'étirer, c'est capital, que vous avez coécrit avec Jean-Marc Cerruti. Et puis le volume 2 qui s'appelle Étirements à 2. Ce sont 2 guides que vous avez auto-édités. Alors on va tout de suite évacuer la question que tout le monde se pose. Votre nom de famille, c'est Marx. Le livre s'appelle S'étirer, c'est capital. Est-ce que le jeu de mots est volontaire entre capital et Marx? Bien sûr qu'il est volontaire. Alors, vous partez d'un constat qui, pour vous, est une évidence, mais qui, pour beaucoup de nos auditeurs, ne l'est peut-être pas encore. C'est que tout au long de la vie, on se raccourcit, on se ratatine, on pourrait dire. Et c'est donc ce qui explique la nécessité de s'étirer. Alors, expliquez-nous concrètement ce qui se passe dans notre corps et qui explique que celui-ci a tendance à se raccourcir. L'activité humaine, l'activité physique provoque des effets, notamment le raccourcissement des muscles. Lorsqu'on marche, lorsqu'on fait du sport, lorsqu'on est stressé, le muscle, il ne s'allonge pas, il se raccourcit. Si on fait travailler un biceps, il rapproche les insertions. Donc il se raccourcit. Naturellement, on se redétend parce que dans un corps musculaire, il y a les agonistes et les antagonistes. Mais à force de se raccourcir, avec l'âge, en étant moins jeune, l'autorégulation se fait pas. Donc c'est quoi? C'est l'activité physique, c'est le raccourcissement de la fibre musculaire, c'est ça? Le raccourcissement, lorsqu'un muscle fonctionne, il se raccourcit, c'est naturel. Et il se rétend. Mais à force, je vous dis, ça se rétend moins. Alors naturellement, on doit s'étirer. Vous voyez le jeune enfant, le nouveau-né s'étire. Dans son berceau, la mère le laisse s'étirer. Mais après, jusqu'à la maternelle, l'enfant va s'étirer. Mais après, on est éduqué, tout ça, on nous met dans des chaises et on s'étire moins. Si vous regardez les animaux, ils s'étirent tout le temps. Et vous allez me dire, quand est-ce qu'il faut s'étirer? Regardez un chat, un chien, il s'étire à n'importe quelle heure. Quand il a envie. Et il a envie, il s'étire, il trouve la nécessité. Et on a perdu ce sens de le faire. Vous dites on est plus grand le matin que le soir, c'est vrai? Oui, parce que heureusement que la nuit nous restaure. Il n'y a pas que les muscles, il y a aussi les disques intervertébraux qui sont hydrophiles, qui reprennent de l'eau. Donc le matin, on est un peu plus grand que la nuit. Vous pouvez faire l'expérience. Et le matin, on est moins tassé que le soir. Si vous mettrez contre un mur, vous allez sentir vos appuis. Remettez-vous le soir, vous sentirez qu'il y a moins d'appui. Le stress ratatine également? Alors le stress est hypertonique. Aujourd'hui, c'est le stress qui est le facteur majeur. Quand vous êtes stressé, les muscles se rétractent. Et aujourd'hui, c'est moins l'activité physique qui bloque les gens, c'est plus le stress. Et alors, vous dites qu'au fil des années, les courbures naturelles vont être renforcées. Donc les courbures naturelles, c'est par exemple le creux lombaire, c'est le rond du dos, c'est ça qui va occasionner la douleur? Exactement. Au fil des années, les courbures s'exagèrent parce que on se restaure pas. On se restaure pas. Alors on va creuser le dos, les muscles se ratatinant. Il faut bien comprendre que les muscles ils partent du sommet du crâne jusqu'au talon.
Alors, on nous a toujours dit, il faut muscler tout ça. Mais si vous musclez, ça ratatine encore plus. Si on avait un muscle qui part du sommet du crâne jusqu'au plafond, on s'étirerait. Mais c'est pas le cas. Alors, le muscle, il tasse. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour pas souffrir? Eh bien, on va exagérer nos courbures. On va surtout la courbure cervicale. Le corps va se tordre pour s'adapter, en fait. Se tordre. Alors, il peut se tordre dans les 3 dimensions, c'est pour ça qu'il y a les scolioses. Mais dans un premier temps, il va déjà dans le plan antéro-postérieur. On va exagérer la courbure lombaire et la courbure cervicale et la courbure derrière les genoux. Voilà, dans un premier temps. Et après, oui. Par rapport à ces étirements, donc on a compris, c'est un petit peu le dogme de la musculation à tout crin que vous rejetez. Soyons très clairs, vous ne niez pas le rôle du sport tout de même. Ah non, pas du tout. On a besoin, on est des cueilleurs marcheurs, on a besoin de bouger. La non-activité est encore plus mauvaise que l'activité. Mais vous dites simplement que tonifier son dos, le muscler, c'est pas ça qui va éviter la douleur. Ah non, c'est pas ça. Et quand on tonifie le dos, quand on fait du sport, il faut s'étirer derrière. Et c'est ce qu'on oublie de faire. Quand vous faites du sport, n'importe qui joue au tennis ou il va courir, il va prendre une douche. Bon, on lave l'extérieur, mais l'intérieur on le lave pas, on le nettoie pas, on le restaure pas. Voilà, c'est ça. On doit faire du sport, mais derrière, on doit s'étirer pour restaurer nos capacités d'élasticité. Autrement, on devient plus élastique, on est moins élastique. Regardez les personnes âgées, ils sont raides. Pourquoi? Le corps, c'est comme un élastique. Si vous prenez un élastique qui n'a pas travaillé pendant longtemps, un sando, il va être raide. Si on veut le récupérer, il faut l'étirer tout doucement. Si on ne le fait pas, on se raidit. Et si on se raidit, on n'a plus de fonction. Alors, les étirements comme solution donc contre ce raccourcissement, c'est ce qu'on appelle la technique Mézières. Parlez-nous un petit peu de Françoise Mézières, quand même, qui est vraiment à l'origine de cette pensée-là. Alors, moi, j'ai rien inventé. C'est Françoise Mézières qui m'a tout expliqué. Françoise Mézières est une kinésithérapeute qui, dans les années, je sais plus combien, elle a publié ça en 48, en observant les gens, a découvert comment c'était les muscles qui gouvernaient, alors qu'on croyait, à l'époque, elle l'enseignait d'ailleurs, on croyait que c'était les os. Elle a découvert ça en allant voir une personne qui était morte dans son pays, comme ça se faisait, on allait voir les morts. Cette personne-là, c'est une vieille personne, elle avait toujours connu très voûtée en avant. Et qu'est-ce qu'elle voit sur son lit de mort? Qu'elle est allongée. Alors là, elle s'est posé des questions. Elle s'est dit, mais c'est pas les os. Et c'est comme ça que son cheminement est arrivé. Alors après, elle a fait l'expérience, donc elle a déjà compris que c'était le mou qui gouverne. C'est le mou, c'est pas le dur. C'est le mou, c'est les muscles qui vont faire tordre les os, contrairement à la croyance que l'on a. Donc elle a découvert c'était le mou, puis après elle a fait des expériences, elle a vu que quand on décreusait le bas du dos, on creusait la nuque. Si on creusait la nuque et le bas du dos, c'était les genoux. Et elle a découvert ça, et à l'époque, elle a présenté ça à Boris Dolto, qui était son patron à l'école de kiné à Paris, et ça a un petit peu clashé. Voilà, donc après, elle est partie, parce que on voulait qu'elle enseigne ça comme une technique complémentaire, alors que les gens n'ont pas compris que c'était une révolution. Voilà, c'est vraiment une autre approche. C'est une autre approche. On peut dire qu'il y a l'approche physiologique et l'approche intellectuelle, parce que dans le principe de la musculation, on était à 4 pattes, on s'est redressé, donc comme une grue, il faut forcer pour se redresser. Ça marche pas comme ça. C'est vrai, ça ne marche pas comme ça, et chacun peut en faire l'expérience. Alors, est-ce qu'on a les mêmes besoins d'étirement à tous les âges de la vie? Est-ce qu'une personne de 20 ans a autant besoin de s'étirer qu'une personne de 70 ans? Elle a autant besoin, mais elle n'a pas la même nécessité. Parce que lorsqu'on a 20 ans, on est capable d'absorber les contraintes sans avoir trop mal. Mais lorsque, au fil des années, on a absorbé ces contraintes de plus en plus, le moindre truc va nous faire mal. Donc, on a une nécessité, plus on a âgé, de le faire, parce qu'on est moins élastique et il faut travailler plus. Mais on devrait commencer de bonne heure. On devrait commencer, comme aujourd'hui, on dit plus aux gens de se laver les dents, ça paraît évident. Mais ça fait 50 ans, il fallait apprendre à se laver les dents. Et maintenant, c'est devenu un réflexe, les gens, de se laver les dents. S'ils se lavent pas les dents, ils sont pas bien. Aujourd'hui, si on leur demande de s'étirer, ils croient que c'est une contrainte. Alors que s'ils le font, ils vont voir que c'est un bien-être. Mais pour le moment, on le vit plus comme une contrainte que comme un bien-être. Les hommes et les femmes sont égaux face aux besoins d'étirement? Les hommes et les femmes sont tout à fait égaux. Simplement, il y a plus de femmes, en général, laxes, qui sont apparemment souples, mais elles sont souples au niveau des articulations.
Et ça, c'est encore plus difficile à travailler parce que ce sont des gens qui ont vite fait de tricher, de trouver des tricheries, et ils croient qu'ils s'étirent et ils passent à côté. Donc l'idée, c'est de dire on a un capital d'élasticité qui est finalement légué par nos parents à notre naissance et finalement c'est normal de l'entretenir. C'est normal de l'entretenir. Voilà, on va ouvrir notre standard. On parle ce matin, bien sûr, des étirements avec notre invité Alain Marx, kinésithérapeute, auteur des guides S'étirer, c'est capital et puis étirements à deux. On va continuer jusqu'à 11h à évoquer comment est-ce qu'on peut justement s'étirer, comment faire le premier pas vers cette méthode, comment aussi parfois contrer un petit peu la paresse naturelle du corps à s'étirer et puis aussi comment intégrer ça dans sa vie quotidienne. On ouvre le standard donc pour toutes vos questions ou tous vos témoignages sur ces étirements au quotidien. C'est le 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23 et puis les courriels aussi, n'hésitez pas à réagir, c'est à votre service @rcf.fr. Alors Alain Marx, vous avez, je le disais à l'instant, publié 2 guides, l'un qui s'adresse à ceux qui veulent s'étirer seuls, l'autre qui s'adresse à ceux qui veulent faire ça en binôme. Qu'est-ce qui est le mieux, seul ou à deux? Alors le mieux c'est de s'étirer seul, mais lorsqu'on a tardé à s'étirer, lorsqu'on a pris du retard, lorsqu'on commence à s'étirer vers 50 ans, on a du mal à le faire. Et si on est aidé, ça sera beaucoup plus rapide. Parce que l'étirement se fait naturellement lorsqu'on est jeune. Mais si on a des déformations importantes, si on a un coup de main qui va nous aider, comme le kiné, on sera plus efficace dans la pratique. Et on aura plus envie de le faire parce que autrement, on va galérer un petit peu. Et on n'aura pas de résultats. Parce qu'en fait, on a besoin des résultats pour se motiver. Alors, qu'est-ce que vous préconisez, vous, en termes d'étirement pour être bien dans son corps? Combien de temps à chaque fois? Combien de fois par jour? Alors, il faut s'étirer lorsqu'on peut le faire. Il n'y a pas de règle. Bon, il y a quand même quelques règles. Mais si quelqu'un veut s'étirer le matin, qu'il n'a que cette possibilité, il faut surtout qu'il le fasse le matin. Si c'est le soir, voilà. Même comme ça, un petit étirement à la volée, c'est toujours efficace. C'est toujours alors ça devrait être nécessaire parce que le nombre de gens qui travaillent sur l'informatique aujourd'hui et qui ont des problèmes, si dans leur bureau, ils se mettent contre le mur et ils arrivent à étirer la chaîne du bras, ça va leur faire du bien. Mais un étirement, il faut le faire globalement. On peut avoir des étirements locaux quand on connaît bien la technique, mais ça se fait globalement. Alors, il faut prendre le temps. L'étirement, c'est le temps. C'est pas forcer, c'est prendre du temps. Et l'étirement, c'est la respiration. Alors, quand le faire, qu'on a le temps. Idéalement, c'est le faire après une activité. Faut pas le faire avant. Comme les sportifs, faut pas qu'ils le fassent avant. Il s'échauffe parce que si vous étirez, vous allez perdre vos repères. D'accord. Donc, un étirement se fait à froid. Normalement, se fait à froid pour être efficace. Donc, mais vous n'allez pas dire à un sportif de ne pas s'étirer après le sport parce qu'autrement, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Donc, il s'étire après le sport, le sportif. Mais il peut faire une séance à froid le lendemain. Voilà. Alors, il faut s'étirer. Regardez, les chats, ils s'étirent toujours. Bon, quelqu'un qui n'a pas de problème, s'il s'étire une fois par semaine, ça va être suffisant. Par contre, s'il a un déficit d'étirement depuis des années, il va falloir qu'il rattrape un peu le temps. Donc, il faudra déjà qu'il démarre, qu'il en fasse un petit peu plus. Ça ne veut pas dire qu'il soit intensif, mais il faudra qu'il le répète. Parce qu'en fait, un étirement, ça se fait sur la durée. C'est quand même un travail à vie, finalement. Oui, c'est jamais fini. C'est jamais fini. Mais est-ce que vous dites que vous lavez les dents, puis oui, on ne dit pas que c'est à vie et que c'est un truc terrible non plus. Oui, on est bien d'accord. Voilà, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous voulez? Ça fait partie. Alors, les étirements que vous préconisez, qu'on va détailler aussi dans quelques instants dans l'émission, on peut les faire à la maison. Est-ce qu'on peut les faire aussi, je ne sais pas, au bureau, en voyage, en voiture, sur une aire d'autoroute? On peut les faire partout. Si on sait faire, on peut les faire partout. Il faut apprendre à le faire, bien sûr. Et on est mieux chez soi, dans le calme, qu'au bord de l'autoroute. Ça, c'est évident. Mais lorsqu'on fait un travail, lorsqu'on fait un voyage, si on s'arrête sur une aire d'autoroute, on peut s'étirer un petit peu. Parce si on a appris à s'étirer, on a appris à éviter les tricheries. C'est sûr. Et s'étirer, c'est éviter les tricheries. Ça, on va en parler tout à l'heure, parce que le corps a tendance à se dérober. Moi, il y a un chiffre qui m'a étonné dans votre livre. Vous dites parfois, après 30 minutes d'étirement, la toise peut afficher un gain jusqu'à un demi-centimètre, c'est vrai? Ah oui. Mais ça, c'est un demi-centimètre, ça se voit tout de suite. Moi, j'ai une toise où on laisse le curseur en haut, on se remet derrière. Mais chez vous, vous n'avez pas besoin de toise, hein?
vous mettez contre un mur. Vous faites un petit repère. Non, vous mettez contre un mur, les talons contre le mur, vous sentez vos courbures, vous sentez comment on vous appuie. Ah, vous faites votre musculation, vous mettez après, vous allez sentir que vous avez exagéré les courbures. Vous faites des étirements, vous mettez après contre le mur, vous allez sentir qu'il y a plus d'appui. Si vous avez une toise, c'est mieux. Mais la toise, c'est pédagogique. Les gens aiment bien passer sous la toise parce que j'ai bien travaillé. Oui, ça récompense le travail. Ça récompense, on a besoin de ça. Et puis, il y a dans cette histoire de s'étirer seul ou s'étirer à deux, vous dites finalement, le faire à deux, c'est peut-être une solution d'avenir parce qu'on sait que les caisses d'assurance maladie sont pas forcément en ce moment très pleines, c'est ça? Alors, c'est tout à fait une question d'avenir. Et j'ai écrit ça fait 3 ans. Et aujourd'hui, on a tout à fait au niveau de la sécurité sociale, puisque aujourd'hui, les caisses ne remboursent que 15 séances par an. Voilà. Et après, elles vous disent de faire un dossier, mais c'est un petit peu faux parce que tous les dossiers reviennent. Donc, on a 15 séances par an. Si quelqu'un a très mal, c'est un peu difficile. Donc, en plus, les kinésithérapeutes ne sont pas payés pour faire un travail individuel, donc on va trouver de moins en moins. Donc, l'idéal, c'est de trouver un partenaire qui a à peu près les mêmes problèmes que vous, qui a la même nécessité, et de s'aider. Il faut faire ça avec quelqu'un qui a l'habitude de faire, pas quelqu'un qui sait pas, parce qu'autrement il va tirer. En fait, l'aide, il ne tire pas, parce que les gens croient toujours qu'on fait un étirement. Moi, je suis kiné, que c'est moi qui fais l'étirement. Non. Je bloque simplement la tête, par exemple, et le souffle permet d'étirer. Et la personne croit que c'est moi qui étire. Je pourrais pas le faire. C'est tellement puissant, on peut pas le faire. Donc, l'idéal, c'est de trouver quelqu'un avec qui on va partager des séances. Mais jusqu'à aujourd'hui, la pratique se fait très peu. Je peux vous dire, moi, j'apprends aux gens, au mari, à la femme, d'aider, mais c'est très difficile. C'est pas dans les mœurs, mais ça va devenir d'un point de vue économique. Ça va devenir. Éléphant sur RCF, c'était Danse, et nous aussi ce matin on bouge notre corps, non pas en dansant mais en s'étirant. Comment s'étirer au quotidien avec notre invité Alain Marx, kinésithérapeute et auteur de 2 guides sur le sujet, S'étirer c'est capital, et puis le volume 2 qui s'appelle Étirement à 2. À votre service, la médecine en question. Alors, on va continuer à parler de tout ça dans un instant, mais on va accueillir les premiers appels qui sont arrivés au standard. Tout d'abord, Alain qui est dans la Sarthe. Alain, bonjour. Oui, bonjour, c'est rapide, votre émission. Je pense au bon Dieu, j'allume mon poste et je tombe sur votre émission. Et pour faire vite, à l'âge de 20 ans, j'ai eu un très mal dans la jambe. Oui. J'ai eu très mal, ça fait que j'ai été opéré d'une hernie discale, j'y arrive. Il y a 1 an et demi, j'ai perdu ma femme. En sortant de là, on m'a trouvé un canal carpé qu'on a opéré. On m'a opéré parce que je ne marchais plus. J'ai opéré du canal lombaire. J'ai continué à traîner la patte parce que ça n'a pas fait de miracle. Et le même chirurgien vient de m'opérer d'une arthrodèse. Voilà. Alors, je suis complètement démoli. J'ai 67 ans. Je vais assez vite parce qu'il doit être courir chez mon kiné favori. Mais je viens de comprendre. Et pour moi, c'est un grand réveil. Parce que quand on souffre, on n'a pas du tout envie de s'étirer. On m'a jeté dehors, excuse-moi le terme, de la maison de repos où j'étais, étant seul chez moi au bout de 4 semaines. Je me débrouille, j'ai heureusement des amis, voilà. Donc, ma communication, c'est de demander des conseils. Le premier, je les ai déjà pris de la figure, parce que quand on souffre, on n'a pas du tout envie de s'étirer. J'ai tendance à plutôt, c'est ce qui est dit, les personnes âgées se ratatinent. J'ai perdu 3 cm. Je fais 1m73, je fais plus qu'1m70. Alors Alain Marx, Oui, pardon. Donc quand un autre Alain vous dit, voilà, quand on souffre, on n'a pas envie de s'étirer, qu'est-ce que vous répondez ? Je réponds que vous étirez mal, parce qu'un étirement mal fait, c'est douloureux. Un étirement, c'est pas une punition. Un étirement bien fait, et la plupart du temps, les étirements ne sont pas bien faits, je regrette de le dire, mais un étirement bien fait, c'est un soulagement. Alors, moi, je vais vous dire que certainement vous étirez mal, comme la plupart des gens, ils tirent sur le muscle sans respirer. Et ça, c'est pas un étirement. Parce qu'on nous a jamais appris à nous étirer. Un étirement, c'est respirer. On doit mettre le muscle dans sa grande longueur, sans douleur. C'est pas un truc qui doit être brutal, ce que vous dites dans votre livre. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement doux et naturel et fluide, quoi. Ça doit être fluide. Si vous prenez un vieil élastique, vous tirez un grand coup, vous cassez. Vous le cassez. Donc un muscle qui n'a pas été étiré depuis longtemps, il faut y aller très gentiment, très gentiment, en douceur. C'est le temps qui compte l'étirement.
Hein, et on a une très peu de pression en grammes par centimètre, Oui. très peu de pression. Par contre, on va longtemps garder la posture en respirant. Voilà. Et je vous assure, monsieur, un étirement, ça fait pas mal. S'il fait mal, c'est que c'est trop fort. Si on n'étire pas suffisamment, ça sert à rien. Si on étire trop, vous allez développer une tricherie. Mais un étirement avec le souffle, vous sentez que ça lâche. Vous sentez que ça lâche. Alors, bien sûr, il faut étirer l'ensemble. Souvent, l'étirement est mal fait parce qu'il est trop brutal et il n'est pas global. Non, et voilà. Et c'est pour ça qu'il fait mal. Mais si vous apprenez à vous étirer correctement, vous allez voir que c'est une libération et non pas une punition. Voilà, on remercie Alain pour son appel. On lui souhaite évidemment bon courage avec ses problèmes et ses douleurs. Un témoignage, tiens, sur les pratiques d'étirement mésière. C'est Gwenola qui est à Orléans qui souhaite nous le donner. Bonjour Gwenola. Oui, bonjour monsieur. Alors c'est drôle, oui, vous parlez de mésière et moi j'ai 45 ans aujourd'hui, j'avais 20 ans à l'époque. J'ai rencontré une kiné à Paris qui m'a parlé des étirements, qui m'a fait allonger sur le dos, tendre les jambes et rapprocher les jambes de ma tête. Au début, j'étais à un angle à 90 degrés, voire moins. Et puis, en fait, aujourd'hui, je ne me lève pas depuis 25 ans sans le faire sur mon lit, en respirant et inspirant profondément, comme vous le dites. C'est vrai que c'est complètement indissociable de l'étirement. Et en l'espace de 3-5 minutes, j'ai les jambes qui touchent mon front et j'éprouve un bien-être très grand, surtout que j'ai une polyarthrite qui a tendance à faire que je me rétracte. Et donc, je ne peux pas me lever sans ces étirements-là. Voilà, bah écoutez, un témoignage qui va dans votre sens, hein, Alain Marx. Merci de ce beau témoignage, madame. J'espère qu'il va être entendu par beaucoup de personnes, parce qu'on va croire que c'est moi qui vous ai dit de dire ça. Mais voilà, vous avez tout expliqué, respiration et pas punition, et voilà, et on déroule le corps gentiment. Bon, bah merci Gwenola. Continuez bien, c'est ce que j'allais dire. Claudette, à présent, dans la Drôme, qui souhaite nous parler de l'importance des étirements dans les collèges. Bonjour Claudette. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez dire à l'antenne, et dans les collèges et dans les lycées, que les étirements et donc la respiration sont très importants, je pense, à l'athlétisme et à la musculation. Parce que les jeunes, vous savez, quand ils sont en pleine formation, eux ne pensent qu'à se muscler. Est-ce que vous êtes enseignante, Claudette ? J'ai été enseignante. D'accord. J'ai été enseignante dans les cours préparatoires. D'accord. Et moi, je leur faisais faire justement des exercices de respiration. Quand ils étaient agressifs, quand je sentais qu'il y avait l'électricité dans l'air, je leur faisais il n'y avait pas de communication, de la bonne communication, je veux dire. Je leur faisais faire des exercices de respiration, des exercices d'étirement, avec des images d'animaux, vous savez, le chat, enfin bon. Voilà. Et donc, je sais que quand on exagère et quand on ne fait que de la musculation, on risque carrément, surtout quand on est en pleine croissance, on risque carrément de développer des problèmes de dos pour plus tard. Alors Alain Marx, les étirements à enseigner, pourquoi pas, hein, à l'école, dans les collèges ? Alors c'est encore un beau témoignage, là, c'est merveilleux, votre émission. Oui, bien sûr, mais malheureusement, cette dame, elle est rare, parce que dans les collèges, on fait de la musculation. Mais vous avez tout à fait raison, il faut, derrière des séances de musculation sans forcer, et apprendre à étirer. Mais il faut déjà apprendre aux gens, aux profs de gym de le faire. Et malheureusement, dans leur cursus actuellement, c'est toujours la musculation. Le dogme de la musculation est toujours là. Et on ne cherche pas la fluidité, on cherche des gens très, très costauds. Bien que dans le sport, si on regarde aujourd'hui les rugbyman, par exemple, qui sont des gens assez puissants, si on regarde la génération d'aujourd'hui des rugbyman qui sont puissants et souples, et la génération de l'époque de Spanghero, par exemple, où c'était des bêtes très fortes, très dures, mais qui couraient pas parce qu'ils étaient raides. Donc on voit bien qu'au sport de haut niveau, on a compris ça, mais c'est encore pas descendu dans les collèges, c'est encore pas descendu même dans le sport quotidien, dans les petits clubs. Je le regrette amèrement, mais voilà, moi dans mon cabinet, je marque comment il y a un sportif qui a marqué ça, une heure d'entraînement, une demi-heure d'étirement. Aujourd'hui, c'est ça. À votre service.
Allez, on va parler dans quelques instants, juste après le flash de 10h, de l'importance de cette fameuse respiration, comment s'y prendre exactement. On va vraiment entrer dans le vif du sujet. Allez, je sais pas si on a le temps de prendre un dernier appel, ça va être compliqué. Tiens, on va parler plutôt... oui, on va parler de ça, c'est intéressant. Vous dites dans votre livre qu'il y a une illusion qui consiste à dire, tiens-toi droit. Et c'est finalement quelque chose qui fait qu'on se raidit encore plus. Mais, tiens-toi droit, ça, il faut absolument pas dire ça. Ouais. À la rigueur, on peut dire, grandis-toi. Mais tiens-toi droit, un enfant, il va écouter ses parents. Quand même, en général, il écoute ses parents. Donc, il se redresse au niveau du haut du dos, mais il creuse le dos. Donc, on transporte le problème. Donc, vous dites, dans ce cas-là, on va projeter le ventre en avant, on va exagérer le creux lombaire. Oui, ça sert à rien. Et il y a une expérience à faire dos à un mur, là encore, dos à un mur, pour s'en convaincre. Vous mettez dos à un mur, vous faites la même chose. Même, il n'y a pas que les enfants qui ont des endroits. Les gens qui ont mal au dos, ils vont se redresser, puis ils vont ramener les épaules en arrière. Et c'est le ventre qui va en avant. Mettez-vous contre le mur, sentez vos appuis et faites le même exercice. Et vous allez voir que c'est les épaules, bien sûr, partent en arrière, mais c'est surtout le ventre qui part en avant. Donc, on a translaté le problème. C'est tout. Dites-nous, en quoi la respiration est tellement importante ? Mais c'est nécessaire pour obtenir un étirement. Il y a deux choses. Il faut mettre le muscle dans sa grande longueur, sans lui faire mal. On a entendu tout à l'heure que c'était une punition, là, hein. Et il faut respirer pour faire ce qu'on appelle des sarcomères en série, pour que la fibre musculaire s'allonge, la respiration est nécessaire. Et vous dites c'est autant, si ce n'est plus important finalement que la posture elle-même. Hein. Mais c'est plus important. Au début, il vaut mieux privilégier la respiration plutôt que de se lancer dans la posture. Parce que quand vous regardez un livre, les gens, ils regardent tout de suite la posture. Je me tiens comme ça, c'est ça. Ils cherchent, ils regardent l'image, ils veulent faire ça. Ils veulent pas lire l'introduction. Alors, c'est quoi une bonne respiration ? Alors, une bonne respiration. Alors, dans la respiration, c'est compliqué aussi parce qu'on veut pousser, on veut forcer. Non, c'est l'expiration qui nous intéresse. Donc, pour expirer, il faut un peu inspirer. Donc, il faut déjà inspirer correctement, en gonflant le ventre, en gonflant la poitrine. Tranquillement, sans forcer. Et non pas, comme on l'a appris souvent, un ventre de la poitrine. L'inspiration, c'est comme une éponge qui se remplit. Quand on respire, le ventre descend, les côtes s'écartent. Et l'expiration va être faite en vidant. On vide le thorax, on vide le ventre comme si l'air filait le long des jambes jusque dans les talons. C'est pas la réalité, mais l'expiration doit être le double de l'inspiration presque. Elle doit être presque passive. On ne doit pas fermer la bouche. On ne doit pas s'accrocher à la glotte en faisant ça. Ça doit être cool. On doit le faire détendu, non pas en voulant obtenir un résultat. Ce n'est pas sportif. Ce n'est pas une performance. Voilà, c'est pas un concours, c'est simplement bien ressentir sa respiration. Et la respiration va tout de suite vous faire sentir que vous lâchez. La dame tout à l'heure qui s'étire, elle a bien premièrement appris par sa kinésie comment il fallait faire. Elle vous a tout de suite parlé de la respiration qu'elle libère tout de suite parce qu'elle a l'habitude. Alors, il y a une autre chose importante que vous dites dans le livre, en plus de la respiration, c'est de prendre en compte le fait que notre corps a des facultés inouïes pour se dérober, pour ne pas souffrir. Comment est-ce qu'on fait du coup pour contourner ces facilités et pour s'étirer vraiment correctement ? Alors, pour s'étirer correctement, il faut aller doucement. Parce que si on étire trop le muscle, il n'a qu'une solution, c'est de tricher. Donc, il faut déjà pas être gourmand. Quand on veut étirer un muscle, il faut pas être gourmand. Puis, il faut connaître un petit peu les tricheries. L'intérêt de mon livre, c'est que j'ai marqué toutes les tricheries. Alors que les autres livres, je vais être critique, mais montre les postures sans jamais dire ce qu'il faut pas faire. Un exemple, par exemple, de tricherie ? Bon, alors, tout à l'heure, dans le studio, quelqu'un m'a montré qu'il s'étirait. Il prenait les deux mains l'une dans l'autre et il levait les bras au plafond, comme on le fait régulièrement. Elle étirait tout le haut du corps. Mais moi, j'ai vu qu'elle avançait le ventre en avant. Donc ça, c'est une tricherie. Elle va avancer le ventre en avant. Alors, pour se rendre compte de ça, bon, je le dis, c'est bien. Vous prenez les deux bras, vous étirez, ça va vous tirer un petit peu le dos. Vous faites la même chose. Assis sur une chaise, vous mettez un annuaire sur les pieds pour avoir bien les pieds à 90, oui. Et vous faites la même chose. Et vous allez voir que l'étirement est beaucoup plus efficace. Pourquoi il est plus efficace ? C'est pas parce que vous avez plus étiré les bras, c'est parce que vous avez empêché la tricherie de se passer dans le ventre. Si on empêche les tricheries, on est efficace. Donc, il ne faut pas s'exciter sur l'étirement du muscle. Il faut s'exciter si on est bien dans l'étirement. Allez, on va retourner au standard avec Nicole qui nous écoute à Angers, qui veut nous parler d'étirements involontaires qui arrivent la nuit. C'est ça, Nicole ? Bonjour. Oui, bonjour. Merci de prendre. Effectivement, moi, c'est la nuit. Mon corps s'étire malgré moi. Ça me réveille. Et surtout, ça me fait beaucoup souffrir. Et je voudrais pas
Mais voilà, ça se fait quand même. Mon corps le fait quand même, quoi. Il faut savoir simplement que je suis spasmophile depuis longtemps. Alors, je ne sais pas si ça a un lien. Alors, Alain Marx, est-ce que ça vous dit quelque chose, ces étirements involontaires? Ça veut dire qu'il y a une nécessité de s'étirer. Ça veut dire qu'il y a une nécessité de s'étirer. Si vous écoutez pas votre nécessité, donc la nuit, ça arrive tout seul. C'est le corps qui reprend le dessus la nuit. C'est comme si, quand vous avez envie de bâiller, et puis qu'on est dans une société, on n'a pas le droit de bâiller, on se retient, on se fait mal. Et un bon bâillement, c'est un étirement du diaphragme. Il faut bâiller. Bon, on peut pas le faire partout. Alors, madame, vous étirez la nuit, vous étirez plus la nuit si dans la journée, vous allez vous étirer. Si vous faites un peu de travail sur vous d'étirement, je vous assure que la nuit, ça sera pas besoin. Mais dans la nécessité, votre corps a raison de vous dire, il faut le faire, il faut le faire. Alors là, il le fait un peu brutalement, ça vous réveille. Je comprends que c'est désagréable, mais si vous voulez éviter ces étirements, étirez-vous dans la journée, vous allez tout de suite sentir le bien-être. Voilà, faites-le le jour et du coup, vous dormirez mieux la nuit ensuite. Je crois que c'était un peu le même problème pour Brigitte qui nous écoute dans la Drôme. Brigitte, bonjour. Oui, bonjour. Eh ben oui, effectivement, moi, c'est l'inverse. La nuit, dans le sommeil profond, dans mon inconscient, je me rétracte. Et donc, cela me réveille brusquement avec des douleurs de partout. Et puis, je dors de moins en moins et je vais de moins en moins bien. Alain Marx? Alors, la rétraction, vous rétractez pour plein de raisons. Simplement, si un corps se rétracte, il a le droit de se rétracter. Mais s'il est déjà rétracté au départ, le moindre rétraction pose problème. Donc, vous ne pouvez peut-être pas empêcher cette rétraction qui sont peut-être d'ordre psychologique ou c'est votre histoire, tout ça. Simplement, ce que vous pouvez faire, c'est dans la journée vous étirer pour que le corps soit plus fluide, plus lâche. Comme ça, la rétraction, vous la sentirez moins. Mais si vous rétractez sur quelque chose qui est déjà très tendu, ça va pas. N'oubliez pas la fable de La Fontaine, comment le chêne et le roseau. Le chêne, il est puissant, mais il casse. Le roseau, il est souple. Il plie, mais ne rompt pas. Ne rompt pas. Donc, essayez de vous étirer la journée, vous serez plus souple, et la rétraction, vous la sentirez pas. Vous avez une question ? Nous sommes à votre service au 04 72 38 20 23. Les étirements mésières ce matin au cœur de votre service avec Alain Marx, kinésithérapeute qui a fait paraître 2 livres sur le sujet. S'étirer, c'est capital. Ça, c'est le premier volume pour apprendre à s'étirer tout seul comme un grand. Et puis, étirement à 2, c'est le 2e tome. Vous continuez à nous poser vos questions ou alors à nous apporter vos témoignages 04 72 38 20 23 et à votre service @rcf.fr. Un autre point très important pour vous, Alain Marx, c'est le fait d'appréhender vraiment le corps dans sa globalité et notamment de prendre en considération ce qu'on appelle les chaînes musculaires. Qu'est-ce que c'est que les chaînes musculaires ? Alors, les chaînes musculaires, c'est ce que la grande découverte de Françoise Mézières, elle a vu comment la tête, les jambes, tout marchait ensemble. Parce que l'anatomie on a décrit des muscles, de la nuque, des genoux, mais sans relation entre elles. Ce qui est aberrant. Oui. Mais les chaînes musculaires ont été découvertes par Françoise Mézières, mais les chaînes existent. On parle de chaînes ganglionnaires, on parle de ça. Ça a toujours existé en anatomie. On a vu qu'il y avait une continuité, par exemple, dans les chaînes ganglionnaires. Mais au niveau du muscle, on n'a pas bien compris. On a voulu le biceps, le triceps, tout ça, les fléchisseurs. Et c'est quoi le danger alors de ne pas prendre en considération toute la chaîne musculaire ? Parce qu'on travaille en analytique, on travaille sur un segment, sans regarder. Si on travaille un bras, on ne regarde pas comment va la nuque et tout, on ne regarde pas comment vont les genoux. C'est ça le danger. Alors, en fait, les chaînes musculaires, c'est un enchaînement de muscles qui est comme des tuiles sur un toit, qui se regroupent. Donc, lorsqu'on tire un côté, ça tire de l'autre. Si vous prenez un oreiller avec son enveloppe dessus, vous tirez un bout, bien sûr, au niveau où vous tirez, vous voyez bouger, mais aux 4 coins, vous voyez bouger aussi. Ouais. Et au niveau du corps, c'est pareil. C'est l'exemple de l'homme de Vitruve, de Vinci. Voilà, bien sûr. Françoise Mézières n'a rien inventé. Elle a su observer. Alors, appréhender le corps dans sa globalité, c'est ça, et puis c'est aussi finalement ne pas oublier d'associer le mental. Vous dites par exemple que faire des étirements dans une mauvaise disposition d'esprit, en se sentant un peu contraint, forcé, c'est pas bon non plus. Mais bien sûr.
Il faut la globalité. Il y a une globalité somatique, mais il y a une globalité de l'être, de sa fin de sens. Ici, si vous avez quelqu'un qui arrive en séance, qui a eu un accident de voiture avant, il va pas être détendu. Il va pas être détendu, donc il faut lui faire autre chose. Moi, je fais pas que des étirements, mais les étirements, c'est le minimum, je veux dire. Mais bien sûr que la globalité, et d'autres personnes ont prouvé ça sur le corps. Il y a eu Ida Rolf, il y a eu ces gens-là qui sont bien sûr nés avant moi, et qui ont expliqué. Il y a eu Franz Wellmann qui a expliqué l'autonomie, tout ça. Donc, effectivement, il faut que les gens soient dans un bon état d'esprit, il faut qu'ils soient détendus. Moi, je demande toujours aux gens qui viennent me voir d'arriver un petit peu en avant, pas à la bourre, c'est difficile dans notre société, mais de se détendre pour être efficace. Allez, un autre appel au standard, c'est Marie qui nous écoute en Anjou et qui a des problèmes cervicaux, je crois. Bonjour Marie. Bonjour monsieur, et merci encore pour tout. C'est bien Marie. Oui, on vous écoute. Alors, j'ai des problèmes de cervicales. Et quand je conduis, j'ai du mal à tourner la tête à droite et à gauche. D'accord. Donc vous vous demandez si les étirements peuvent il y a quelque chose à faire, ouais. Améliorer ça? Ah oui, il y a quelque chose à faire parce que la plupart des gens qui ont mal au dos, de toute façon, on travaille la globalité, donc on travaille beaucoup les cervicales. Et la première chose qu'ils remarquent, c'est qu'ils tournent mieux dans les ronds-points. Ça, ils ont tout de suite, ça va mieux parce qu'il y a plein de ronds-points aujourd'hui, donc c'est facile à expérimenter. Hein. Alors, les cervicales, vous avez mal aux cervicales, mais le problème n'est pas forcément aux cervicales. Mais il faut savoir que la région cervicale, c'est quand même la région la plus mobile du corps. Donc c'est celle qui a la faculté de tricher et qui est adaptatif à beaucoup de choses. Donc effectivement, vous allez étirer les cervicales, mais quand on étire les cervicales, on a placé le bassin, on a déjà placé les genoux et on respire bien. Et les postures de base décrites par Françoise Mézières, c'est effectivement travail en rotation, en inclinaison latérale. Quand je fais des cours collectifs, on commence toujours par ça. On travaille toujours les cervicales. On doit avoir une indépendance des cervicales. On doit être capable de pouvoir tourner la tête à droite sans entraîner l'épaule. On doit pouvoir être capable d'incliner la tête à droite sans entraîner l'épaule gauche au niveau opposé, ni l'épaule ni le bras. Donc il faut retrouver une mobilité à ce niveau-là. Donc on étire les muscles profonds, pas que les superficiels, on n'étire pas que les trapèzes, on étire les muscles profonds, les muscles posturaux. Voilà, merci pour votre question Marie. On va décrire dans quelques instants quelques positions justement de base, mais déjà parlons peut-être des conditions extérieures dans lesquelles pratiquer ça. Alors par exemple, quand on est chez soi, qu'est-ce qu'on peut préconiser au niveau, je sais pas, des vêtements, de la température, de comment on s'installe? Alain Marx? Alors, ce qu'on préconise, c'est d'être par terre sur un tapis. Et vous voyez bien que cette dame qui s'étire dans le lit, elle avait des bons résultats, elle a peut-être un lit, mais le mieux, c'est d'être sur un tapis par terre. Pour pas avoir un matelas trop mou et quelque chose qui fausse les choses. Parce qu'autrement, le dos va creuser, il faut avoir quelque chose de vrai. Alors vous mettez par terre sur de la moquette, vous mettez un tapis ou vous achetez un tapis de gym et vous êtes par terre. Là, vous êtes sûr de pas tricher. Hein. Après, vous me parlez donc de la posture de base, j'imagine. Hein. Il faut déjà placer le bassin. Parce que vous allez sentir le creux lombaire et vous allez sentir le creux sous la nuque. Si on a trop de creux sous la nuque, on va prendre des revues qu'on mettra sous la tête pour le confort. Voilà, surélever un peu la tête. Hein. Oui. Pas trop, mais un petit peu. On devrait être à plat. Mais je regrette, moi, je peux pas être à plat. Je suis obligé de mettre un bottin parce que je suis pas un bon exemple. Moi. Si j'ai fait ça, c'est parce que j'étais déjà lombalgique. Hein. Donc, il faut que la tête soit dans le prolongement. Faut pas qu'elle soit trop cambrée. Faut pas qu'elle soit trop en avant. Hein, j'explique dans le bouquin comment il faut faire pour trouver la bonne distance. Donc on commence déjà à placer le bassin, à basculer le bassin. Alors c'est une façon de faire qui est pas difficile. Et lorsqu'on a bien placé le bassin, on s'aperçoit qu'on a cambré la nuque et que les genoux se sont levés. Donc on replace les jambes, on les met ce qu'on appelle vers l'extérieur. Et on corrige les pieds, comme si les pieds étaient, il y a un mur qui passait à l'aplomb. Et en dernier lieu, donc on a placé la région lombaire, on a placé la région sous les genoux, le creux poplité. Et la dernière correction, c'est la nuque. Et la nuque, on va se mettre en double menton. Et là, on va adapter. Donc en double menton, c'est quand on rentre le menton. On rentre le menton. Ouais. On évite le creux de la nuque parce que si vous retrouvez comme ça, vous avez le menton qui part en arrière. Vous avez un creux dans la nuque. Le fait d'étirer cette nuque va étirer toute la chaîne musculaire. Vous allez étirer jusqu'au talon. Mais il faut pas être trop. Si on a besoin de livres, on met les livres. Autrement, on n'y arrivera jamais. Et c'est pour ça que souvent, quand les gens attendent, si on leur tient la tête à deux, c'est beaucoup plus efficace. Donc on tient cette tête en double menton et on respire et sur la respiration, on laisse le menton appuyé.
Voilà, on ne laisse pas le menton levé. Et c'est comme ça qu'on va sentir l'étirement. Dans un premier temps, vous allez sentir l'étirement dans la nuque. Après, ça va descendre progressivement dans le dos et jusqu'au talon. Mais ça, il faut une pratique. Il faut bien vider l'air. Il ne faut pas s'exciter. Il faut être au calme. Il ne faut pas avoir froid. Il faut avoir comment pas être bloqué au niveau de la ceinture, des vêtements amples. Et c'est tout. Voilà. À votre service, spécial santé, Olivier Tonnelier. Voilà, on vient de décrire la posture de base de ces étirements que vous préconisez, Alain Marx. On va y revenir dans quelques instants, décrire d'autres petits mouvements de base qu'on peut faire. On continue bien sûr à prendre les questions des auditeurs jusqu'à 11h. Le thème de ce matin, donc, comment s'étirer au quotidien. On parle notamment des étirements mésières, vous l'avez compris, avec notre invité Alain Marx, masseur kinésithérapeute et auteur de 2 livres qui s'appellent S'étirer, c'est capital, et puis Étirement à 2. On va peut-être évoquer quelque chose que vous appelez dans votre livre l'hypercorrection et dont il faut se méfier. Qu'est-ce que vous entendez par se méfier de l'hypercorrection ? Mais parce qu'on a des courbures. Oui. On a des courbures. Les courbures physiologiques sont normales. On a une courbure cervicale, une courbure lombaire derrière le genou. Et une colonne, c'est pas un mât de bateau. Hein? Et une colonne qui serait un mât de bateau, elle est beaucoup moins fonctionnelle, puissante. Suivant le carré des courbures, vous voyez, ça fait 9 fois plus puissant. Donc les courbures sont nécessaires. On les a exagérées, il faut les rétablir, mais il ne faut pas les effacer, parce que l'effacement des courbures n'est pas bon. Quand vous avez quelqu'un, souvent les femmes, si on passe 2 doigts derrière la tache du soutien-gorge, elle a une lordose qui monte jusqu'en haut. Ce n'est pas bon. Il faut rétablir ces courbures. On recherche la normalité, on recherche l'équilibre. On ne cherche pas à être de droit comme un i. C'est pas le corps humain doit respecter ses courbures. Allez, un appel au standard, c'est Céline qui est à Troyes et qui veut nous parler des liens, je ne sais pas s'il y en a, entre les étirements et le tai chi. Bonjour Céline. Oui, bonjour. Je voudrais savoir ce que vous pensez des liens qui pourrait y avoir éventuellement entre tai chi et qigong d'un côté et les étirements mésières de l'autre. Comme je ne connais pas du tout votre technique, je m'intéresse moi-même un peu au qigong, je m'interroge et voilà. Vous faites du tai chi, vous, Céline ? Pardon ? Vous faites du tai chi ? Pas du tout. Non, pas du tout, mais je m'interroge justement, je suis moi-même très raide, avec en plus des problèmes de colère et tout ça, donc ça c'est normalement, Alors, est-ce que vous avez une idée là-dessus c'est le foie, et donc il faudrait que j'étire le méridien du foie. Alors, je ne sais pas du tout, et je voudrais savoir, ce que vous pensez de tout ça. Alors moi j'aurais bien aimé pouvoir faire du tai chi, j'aurais bien aimé ne faire que du tai chi ou du yoga, mais moi j'ai toujours été raide, vous voyez, quand j'étais jeune j'étais incapable de faire du hula hoop parce que j'étais raide, mais quelqu'un qui est souple au départ, qui fait du tai chi, le tai chi a été fait pour entretenir la souplesse. Et moi, j'aurais aimé faire ça, mais malheureusement, j'étais trop raide pour faire ça, c'est pas efficace. Et quand je vois des gens faire du tai chi, il y a des gens qui sont capables de faire, il y a des gens qui sont pas capables. Moi, je pense que le tai chi est fait pour les gens qui sont souples. Alors, ceux qui sont raides, ils sont pas exclus. Non, il faut que déjà qu'ils déraidissent un petit peu leur corps. Ils déraidissent. Alors, les profs de tai chi vont vous dire, en faisant ça, vous allez y arriver. Certainement, mais il faut faire combien de séances? Moi, si vous déblayez un petit peu en faisant des étirements spécifiques, vous allez être mieux dans le tai chi. Et je pense que le tai chi, c'est très bien. Il y a toutes les postures de rotation, tout ce que vous voulez. Mézières n'a rien inventé. La médecine chinoise a tout inventé. Vous comprenez? Mais c'est la pratique qu'il faut faire. Alors, si vous êtes trop raide, vous allez faire du tai chi, vous allez un petit peu vous embêter parce que vous n'allez pas sentir les bienfaits. Déblayez déjà votre corps en étirant spécifiquement avec l'aide de quelqu'un, si vous êtes très raide, et après vous irez faire votre tai chi pour l'entretien. Il faut voir ça comme ça. Moi, je vous dis, si j'avais pu, j'aurais bien aimé me limiter à ça, mais je suis pas le bon exemple. Alors, merci Céline. On a justement, je crois, une prof de yoga aussi au téléphone, Monique, qui nous écoute dans le Nord. Bonjour Monique. Oui, bonjour. Oui, on vous écoute, c'est à vous. Oui, merci d'avoir réceptionné mon appel. Il a fallu beaucoup de patience. Voilà, je pratique le yoga depuis 40 ans, je l'enseigne depuis 20 ans et toujours en liaison avec la respiration. Donc, je privilégie évidemment les étirements. D'accord, donc ce que vous nous dites, c'est finalement les bienfaits de ces étirements et de la respiration. Ah oui, oui.
liés vraiment l'un à l'autre. Alain Marc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Je viens de parler tout à l'heure que j'aurais aimé faire du tai chi ou du yoga. Je suis tout à fait d'accord. Simplement, moi, j'ai pas pu aborder le yoga facilement parce que j'étais trop raide. Et quand on voit les profs de yoga qui arrivent très bien, parce qu'on n'a pas tous la même morphologie, le type morphologique. Et pour moi, c'était très difficile. Mais tout à fait, les gens du yoga ont toujours allié ça. Simplement, moi, ce que je vais reprocher un petit peu, sans être méchant, c'est pas une critique, mais moi, je fais que des postures de correction. Alors que dans le yoga, on va toujours privilégier posture et contre-posture. Parce que le yoga part de gens qui sont sains au départ. Moi, je pars avec... Vous attaquez aux gens qui sont raides, vous. Qui sont pathologiques. Moi, j'étais pathologique très jeune. Donc, voilà. Donc, moi, je vais pas exagérer la cambrure lombaire chez quelqu'un qui est déjà cambré. Je vais dès lors doser. Voilà, le temps que j'ai à m'occuper de la personne, je vais aller dans ce sens-là. Mais après, quand les gens sont plus raides qu'ils aillent au yoga, mais c'est très bien, il n'y a aucun problème. Alors Alain Marx, on a encore des mails qui arrivent à l'adresse à votre service @rcf.fr. Quelqu'un par exemple c'est Evelyne qui nous dit: j'ai été très aidé par la méthode Mézières il y a quelques années. J'ai déménagé et j'aimerais retrouver un vrai kiné méziériste dans ma région. J'habite à Rouen. Alors comment est-ce qu'il y a un annuaire? Est-ce qu'on peut trouver des kinés méziéristes? Alors il y a des annuaires, mais les annuaires, ce sont les écoles de formation qui les font et comme on n'est pas marqué. Moi, je ne suis pas marqué dans les annuaires, par exemple, et la plupart des méziéristes ne sont pas marqués. Alors comment faire pour trouver un méziériste? Premièrement, vous demandez à votre kiné. S'il est gentil, il va vous dire. S'il est bon joueur. S'il est bon joueur, il va vous dire où, parce qu'ils savent où c'est, ou à l'ostéopathe ou au médecin. Bon, s'il veut pas vous dire, vous téléphonez à d'autres. Vous dites que vous avez déjà fait du Mézières et que vous cherchez. Et là, quelqu'un qui sait que vous avez fait du Mézières, il va pas vous prendre s'il fait pas de Mézières. Et dans une région autour de chez vous, il y a quelqu'un qui fait du Mézières ou qui fait des techniques globales, parce qu'il n'y a pas que le nom de Mézières. Il y a eu quand quelque chose marche comme ça, il y a plein d'écoles. Alors, faut pas rentrer dans la polémique des écoles. Un tel, ça c'est stérile. Il y en a qui s'appelle RPG, tout ça. Quelqu'un qui travaille globalement sur les étirements, il travaille individuellement. Donc vous pouvez demander à la personne, il va travailler individuellement. Ça va pas être entièrement remboursé par la Sécu. Voilà, ça faut bien savoir. Et que c'est des rendez-vous une fois par semaine. Ou une fois tous les 15 jours, c'est pas 3 fois par semaine. Donc rien que dans cette pratique-là, le bouche à oreille va vous aider à trouver. Il y a des kinés qui font autre chose, moi je critique pas la façon de faire, mais un kiné méziériste, il prend un client à la fois, il n'a pas d'appareil, il a un cabinet où il n'y a pas de box, voilà. Et ça déjà, voilà, c'est ça. Si il vous met dans un coin puis qu'il va s'occuper d'autres en disant faites ça, ce n'est pas du Mézières. Voilà. Témoignage de Jean-Pierre aussi sur internet qui nous dit: depuis des années je souffrais de lombalgie paralysante récidivante, à ne plus pouvoir ni me lever ni me coucher quand j'avais une crise. Un kiné Mézières m'a fait respirer profondément pendant une 12aine de séances avec étirement de la chaîne antéro-postérieure. J'ai continué seul, je continue encore de temps en temps. Résultat, plus aucune lombalgie depuis des années, avec en plus 3 bonus: musculation concomitante des abdos, plus d'otite annuelle car mon étirement des cervicales débouche mes trompes de stage quand elles sont bouchées par ma courbure trop forte des cervicales. Et 3e bonus, ma meilleure posture m'a permis de redresser mes voûtes plantaires et ainsi d'abandonner mes semelles orthopédiques. Je n'ai plus mal sous les métatarses, même en randonnée en montagne, avec un sac à dos de 15 à 18 kilos. J'ai 58 ans, merci à tous les kinés Mézières, nous dit Jean-Pierre. Ça, c'est des témoignages merveilleux, parce que, vous voyez, même ça, nous, on peut pas trop le dire, parce qu'on va croire qu'on vend notre soupe, quoi. Mais voilà, les témoignages. Alors moi, je vais pas dire qu'à chaque fois qu'on redresse la courbure cervicale, ça règle les otites. Mais il y a beaucoup d'effets comme ça qui arrivent. Mais on peut pas dire on va soigner les règles douloureuses, même si des fois dès leur dosant ça arrive, parce que c'est pas toujours le cas. Mais lorsqu'on a un corps qui fonctionne bien, il y a beaucoup de fonctions qui s'améliorent. Voilà. Et ce monsieur a eu la chance de bien comprendre et de continuer. Alors ça, c'est merveilleux, parce que le but des séances Mézières, c'est d'apprendre aux gens d'être autosuffisants. Alors c'est difficile parce que c'est quand même une discipline, mais la discipline est tout à fait acceptable lorsqu'on a le résultat. C'est le résultat qui fait que ce monsieur continue de le faire. Alors moi, j'anime dans ma région des cours collectifs parce que c'est difficile de s'étirer tout seul. 10 minutes, un quart d'heure, c'est difficile. Alors que quand je fais un cours collectif qui dure 1h15, ça passe très bien.
Mais là, c'est un bon résultat, c'est un témoignage merveilleux. Moi, j'ai jamais autant entendu de témoignages à la radio. Bon, vous avez bien fait de venir ce matin. J'ai bien fait de venir, là, c'est merveilleux. Allez, Alain Marx, on a décrit la posture de base tout à l'heure. Donnez-nous, comme ça, un premier exemple d'étirement. Alors, on va essayer de l'expliquer, même si on est à la radio et qu'on n'a pas l'image, mais voilà, une idée de ce que ça peut être, par exemple, un étirement facile pour débutants. Alors, un étirement nécessaire pour débutants, pour un sportif, par exemple, ça va être ce qu'on appelle le passage de haie. Qu'on fait faire régulièrement et qui est toujours mal fait. Donc, on va se mettre contre un mur. On va s'asseoir en face à un mur. On va laisser là, par exemple, la jambe droite contre le mur, le pied contre le mur. D'accord. La jambe gauche va partir en arrière et on va passer le pied sous la fesse gauche, en écartant les deux genoux. Donc, on se retrouve ce qu'on appelle un passage de haie. Donc, cette posture-là. Une jambe devant, une jambe derrière. Une jambe devant, une jambe derrière. C'est bien décrit dans le livre. Oui. Une jambe devant, une jambe derrière. Donc, on va étirer le triceps, le mollet et les ischio-jambiers qui sont très raides. Donc, on est comme ça. On va laisser la main droite à droite et la main gauche va venir dans la nuque. Elle va étirer la nuque. Oui. Mais quand j'étire la nuque, c'est pas que la nuque. J'étire depuis sous le pied, sous le mollet, les lombes jusqu'à la nuque. Je me redresse bien. Je vais tourner légèrement vers la droite. Ma main droite va garder l'équilibre et je vais me pencher en avant en respirant. Pencher en avant, ça ne veut pas dire enrouler la tête comme ça, mais ça veut dire je fléchis au niveau de la hanche, c'est-à-dire que j'avance l'ombilic sur la cuisse. Et là, je mets en tension. Suivant ma raideur, je vais être soit à 90 degrés, soit légèrement incliné. C'est pas gênant. On ne cherche pas la performance. On y va en douceur toujours. On y va en douceur. Lorsque je suis en tension, je respire sans ratatiner la nuque. Donc je garde bien la tête droite, j'étire bien mon coude gauche et je respire, je vide les seins, je vide la poitrine. Et là, je vais sentir l'étirement. Je vais sentir l'étirement dans ma jambe. Si je peux gagner un petit peu, je gagne. Mais je donne pas d'à-coups. Parce que les gens, devant le mur, ils se croient devant le mur des lamentations. Non, c'est pas d'à-coups. On a appris à l'école à faire des à-coups. C'est le contraire. Ce qui est gagné est gagné. L'étirement est gagné. C'est comme l'élastique. Vous le tenez et vous soufflez. Et vous faites 5-6 respirations et vous revenez. Voilà. Voilà un premier exemple qu'on peut donner. Voilà, ce premier exemple qu'on donne. Et on peut vérifier après. Donc, vous faites par exemple 3 postures comme ça. Puis après, vous relevez. Et vous allez voir que votre jambe droite, elle est plus longue, elle est mieux que l'autre. Vous semblez déséquilibré. Alors c'est bien parce que vous êtes obligé de faire l'autre. Et c'est motivant. Et c'est motivant. Alors il y aura une jambe qui sera certainement plus raide que l'autre, parce qu'on a un appui, parce qu'on n'est pas toujours symétrique. C'est pas grave. Mais on aura envie de faire la plus souple. Non, il faut faire la plus raide. Il faut insister sur la plus raide. Il faut aller dans ce qui fâche, malheureusement. Alors, est-ce qu'on a d'autres appels au standard? Oui, par exemple, c'est Madeleine qui est à Auxerre et qui veut nous parler des danseuses d'opéra. Bonjour Madeleine. Madeleine, vous êtes là? Madeleine n'est plus là. Alors, est-ce que Christiane en Côte d'Or est avec nous? Christiane, bonjour. Alors, on n'a plus personne, ça m'étonne quand même. Allô? Oui, Christiane? Oui. Oui, bonjour, bienvenue, vous êtes à l'antenne. Ah bon? Bonjour messieurs, je suis très intéressée par votre émission, mais voilà un bon moment que vous nous annoncez que vous allez nous expliquer comment pratiquer des étirements. Oui, on a un peu tardé, mais on vient de commencer là, ça y est, si oui, vous avez écouté. J'ai entendu, mais alors j'étais au téléphone et j'avais coupé mon poste. Alors, écoutez, on va vous faire un cadeau, on va en faire une deuxième du coup. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Alors, vous pourrez réécouter l'émission, on va en décrire une deuxième pour Christiane. Je crois qu'il y avait une variante de ce que vous venez de nous expliquer, mais une jambe sur une chaise, c'est ça? Ah oui, parce que lorsqu'on est trop raide, lorsqu'on est trop âgé, on a trop tardé, on va pas pouvoir se mettre en position comme ça, une jambe en avant, une jambe en arrière. Alors, déjà, la variante, c'est de mettre une jambe en avant et l'autre écartée. Mais une autre variante qu'on peut pas, c'est de mettre une chaise ou un petit tabouret contre un mur, de bien mettre sa jambe tendue, et d'étirer, comme on l'a fait tout à l'heure, en étirant depuis la nuque le dos, et de faire un angle au niveau de la hanche. Dans le livre, je montre la façon de bien faire, la façon de mal faire. Parce que nous, on va vouloir courber. Mais non. Alors, donc là, on va commencer comme ça, on va dérouiller ça progressivement, puis au bout de quelques temps, on pourra prendre la position assise où on triche moins. Voilà, parce que dans cette position-là, il faut bien mettre des chaises de chaque côté pour garder l'équilibre. Oui. Parce que les gens qui font ça ne sont pas jeunes en général. Donc, il faut se mettre dans un coin de mur pour pas tomber. Voilà. Et vous allez tout de suite sentir, on n'a pas beaucoup besoin de mouvement pour étirer. Donc là, on a étiré la partie postérieure de la jambe, parce qu'on parle toujours en mésière ou dans les étirements de la chaîne postérieure, mais on a aussi besoin d'étirer la chaîne antérieure.
qui projette le tronc en avant. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes âgées, des petits vieux qui marchent penchés en avant, les bras derrière. Oui. Et que les femmes qui sont plus coquettes ne marchent pas comme ça, elles se redressent. Et pour redresser, elles creusent le dos, elles ont mal au dos. Parce qu'elles n'acceptent pas de regarder par terre. Alors les femmes, elles adressent, elles ont des lombalgies. Alors il faut aussi étirer la chaîne antérieure, qui est rarement fait. C'est rarement fait. Alors on a décrit une posture allongée, une posture assise pour être complet et pour montrer bien l'étendue de ce qu'on peut faire. On peut aussi décrire une posture debout rapidement ? Une posture debout, on va travailler les pectoraux. À une époque, on a dit aux femmes, mettez les deux mains l'une derrière l'autre, l'une à côté de l'autre et crispez les pectoraux pour avoir une belle poitrine. Ce qui est complètement aberrant parce que si vous contractez les pectoraux, vous allez enrouler les épaules. Alors là, par exemple, on va prendre un mur. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. On va par exemple mettre la main droite contre le mur. Paume de la main dans le prolongement des doigts. D'accord. On est contre le mur comme ça et on va s'écarter du mur. On va s'écarter du mur et on va mettre en tension tout le bras. Donc perpendiculaire au mur, on laisse la paume de la main et on se retrouve perpendiculaire, pas tout à fait perpendiculaire. Oui. Si vous êtes perpendiculaire, oui, ça veut dire que le poignet est très souple. Voilà, non, c'est pas le poignet qui est souple, c'est les muscles qui sont souples. D'accord. Oui. Non, vous voyez, on confond toujours, on parle toujours du dur, de l'os, alors que c'est le mou. C'est les muscles. Dès qu'on va être en tension, on va aller pas plus loin. On reste comme ça, on garde bien la tête en double menton, on serre pas les fesses, on n'est pas crispé sur les genoux, on respire bien et là, on va tourner la tête légèrement vers la gauche, de l'autre côté. Et on va mettre en tension. C'est tout. Et là, on respire. Et si on peut gagner un peu, on gagne. Mais on va mettre en tension sans cambrer le dos derrière. Et dans cette posture, c'est toujours pareil. C'est la tricherie qu'il faut faire. Parce que lorsqu'on est en tension comme ça, on va lever le menton, on va creuser le dos, on va serrer les fesses. Non, on s'occupe pas trop du bras, on s'occupe du reste. Et il faudra, bien sûr, chez les femmes souples, parce que quand elles se mettent comme ça le bras, elles tournent avec le coude. Ah oui. Et donc, il faut déjà corriger le coude. C'est tout l'art des étirements, c'est de regarder ce qui se passe. Parce que si on s'étire comme ça, que ça passe bien, ne me pensez pas que vous êtes souple, pensez que vous avez triché. Oui. C'est déjà ça. Restons humbles. Restons humbles. Allez, on va peut-être avoir le temps d'ici à 11h de décrire d'autres postures, mais on va continuer à accueillir, parce qu'il y a pas mal encore de questions et de témoignages intéressants. Par exemple, quelqu'un qui est à Bourges, qui fait partie d'une chorale et qui nous dit qu'elle a pris des cours de technique vocale et que, alors, une demi-heure avant de chanter, paraît-il, il est bon de faire des étirements, même des bâillements, sans forcer, et on obtient de grands bienfaits pour la qualité du chant, notamment. Ah oui, moi aussi, j'ai appris ça, mais je veux dire que moi, dans les patients que je vois qui n'ont pas de problème, c'est les gens qui ont fait du yoga et qui chantent dans une chorale. Parce que les maîtres de chorale apprennent à respirer correctement. Et la plupart des gens que je vois ne savent pas respirer. Tous ceux qui font de la chorale, et en plus, ils ne leur expliquent pas médicalement et c'est très bien parce qu'ils ne se prennent pas la tête et en plus, ces gens-là ont fait l'expérience qu'en chantant, comme on leur a dit, en respirant, ils ont un meilleur résultat. Alors, eux, ça ne leur pose pas de questions. Les autres, ça leur pose des problèmes, mais les gens qui font de la chorale, c'est très bien. Alors, je sais qu'ils font faire des étirements comme ça. Bon, ils n'ont pas besoin de plus, mais souvent aussi, ils pourraient faire plus sur le corps. Mais le bâillement, c'est le premier étirement. Et le diaphragme, c'est un muscle très puissant, très lordosant, qui n'est pas travaillé, qu'on ne peut pas travailler. On le travaille en bâillant. Il ne faut pas réprimer les bâillements. Et on les réprime dans la journée parce qu'on n'a pas le droit de bâiller devant tout le monde. Mais un bon bâillement, quand vous bâillez, ça fait du bien, ça vous fait pleurer les yeux. Moi, j'ai un cours collectif le soir à 7h moins le quart, je vous assure que ça bâille. Ça bâille, oui. Ils ont le droit de bâiller et de faire du bruit. Et un bon bâilleur en fait entraîner d'autres. Et voilà, ça bâille. Et tout de suite, si vous bâillez bien, vous êtes par terre, vous allez sentir que votre dos, vous épousez le sol, vous enfoncez dans le sol. Vous avez une question ? Envoyez-la à l'adresse mail de l'émission à votre service @rcf.fr. Et au 04 72 38 20 23, Chantal qui veut nous parler d'un problème au niveau des mâchoires. Chantal de Dijon, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Je vous téléphone ma fille a un problème à la mâchoire, elle est toute contractée. Et j'aurais voulu savoir de quelle façon on peut la soulager parce que même les médicaments, elle dort mal. Bon, elle a perdu un enfant il y a 2 ans. Elle en a eu un autre, mais ça se passe pas très bien. Elle est suivie par un psy. Et donc il y a des paramètres psychologiques aussi dans cette contraction de mâchoire, j'imagine. Énormément, oui.
Alors, elle se fait bien suivre et tout, mais bon, ça ne résout pas le problème. Et j'aurais voulu savoir s'il y a un mouvement à faire. Alors, est-ce que la méthode Mézières peut soulager la fille de Chantal, Alain Marx, hein? Attendez, c'est toujours individuel. Ouais. Non, mais déjà, la mâchoire, il faut savoir que les muscles masséters qui tiennent la mâchoire, c'est le seul muscle qu'on ne peut pas libérer. Vous savez qu'ils se libèrent quand les muscles de la mâchoire, c'est lorsqu'on est mort. Ah oui. Oui, vous êtes incapable de descendre la mâchoire. Il n'y a que les enfants débiles qui laissent tomber la mâchoire. Donc, c'est des muscles très, très puissants qui sont gouvernés par plein de choses. Cette dame dit sa fille, elle a bien expliqué le problème. Alors, on a beaucoup de problèmes temporomaxillaires qui sont très difficiles, même de bruxisme des dents, tout ça, parce que tous les dentistes connaissent que les gens, tout ça. Alors, qu'est-ce que peut faire la méthode Mézières? La méthode Mézières, dans cette pathologie-là, c'est une méthode globale sur le corps. Lorsqu'on travaille le corps, on doit tout détendre. Bon, moi, je ne veux pas vous dire que la méthode Mézières va régler le problème. La méthode Mézières, c'est une expérience qu'elle doit faire pour voir si ça marche. Mais en détendant le corps, peut-être qu'on va tout détendre. Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui avait beaucoup de difficultés d'aller chez le dentiste. Je lui ai jamais travaillé la mâchoire, mais après, il ouvrait plus la bouche chez le dentiste. Il était surpris. C'était un problème au niveau du bassin. Donc, si elle travaille son corps, elle va peut-être, mais je ne veux pas garantir. Bien sûr. Oui. Et au niveau du corps, le corps est une voie somatopsychique. Par l'intermédiaire du corps, on va arriver à des problèmes d'émotions, tout ça, parce que le corps, c'est pas que des muscles, des os, il y a des émotions. Et quand on travaille le corps, il peut avoir des décharges émotionnelles. D'ailleurs, au niveau du corps, moi je fais pas que du Mézières, le rolfing, l'intégration posturale, c'est un travail qui va libérer. Dans le muscle, il y a beaucoup de choses. Donc, sans trop s'engager, on peut dire que c'est possible. Après, il faut voir évidemment de manière individuelle. Mais oui, bien sûr. Voilà. Mais après, les émotions qui partent, soit les gens sont capables d'intégrer eux-mêmes, soit avec ces émotions-là, ils vont travailler avec leur psy ou leur psychologue. Voilà, il faut voir comme ça. Mais le corps est une voie somatopsychique. Ida Rolf, il disait, il n'y a pas que le corps. Oui, mais sur le corps, on peut mettre les mains. Et quand on met les mains sur quelqu'un, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, c'est à voir. Allez, un autre témoignage à présent au standard, c'est Jeanne qui est à Tours, un témoignage donc sur cette méthode Mézières. Jeanne, bonjour. Jeanne, est-ce que Jeanne est avec nous? Non. Alors, un petit mail à ce moment-là qui nous a été envoyé par Bruno, qui a 2 questions à vous poser. Alors la première, c'est est-ce qu'un jeune entre 20 et 25 ans peut espérer résorber au moins partiellement une scoliose de 15 à 20 degrés par la pratique des étirements? Alors, la pratique des étirements, parce qu'un muscle a 3 directions, extension, rotation, tout ça, et la méthode Mézières est particulièrement indiquée pour ce genre de choses. Pour les scolioses. Scoliose, un travail, parce qu'il faut travailler dans les 3 directions du muscle. Et c'est ce travail qui est fait. Alors, c'est toujours pareil, moi, j'aime pas les résultats, on les voit. On les a tout de suite. En Mézières, on a la chance d'avoir les résultats tout de suite. Et vous allez sentir, parce qu'une scoliose de 20 degrés, effectivement, il faut travailler. Autrement, elle va s'exagérer, et puis après, c'est plâtre, et c'est tout ça. Donc, moi, je conseille vivement de faire un travail global dans ce sens-là. Et la deuxième question de Bruno, c'était beaucoup plus concret. Il essaye de trouver vos livres sur le web, il ne les trouve pas. Alors, est-ce qu'on peut répéter comment on va vous trouver sur le web? Il faut aller sur mon site, c'est-capital. Voilà, on tape dans un moteur de recherche, c'est-capital, parce que l'adresse du site, en fait, est un tout petit peu compliquée, si je peux me permettre. Mais voilà, il vaut mieux taper directement c'est-capital, et on va tomber sur vous. Dans Google notamment, il n'y a aucun problème. On me téléphone à mon cabinet, et je les livre, parce que je n'ai pas trouvé de diffuseur, malheureusement. Voilà, vous vous auto-éditez, c'est ce que je disais au début de l'émission. J'aimerais, mais on lance un appel, entre parenthèses, si quelqu'un a envie d'éditer les j'ai quelques livres dans ma région qui le vendent, mais c'est difficile. Voilà, donc c'est-capital. Vous tapez ça sur Google et je vous promets que vous allez tomber dessus. C'est la première entrée, il n'y a vraiment aucun souci. Alors ça réclame à corps et à cri au standard les références des 2 livres d'Alain Marx. On nous réclame l'éditeur, mais je le répète, et vous l'avez dit à l'instant, il n'y a pas d'éditeur pour l'instant, puisque vous n'avez pas trouvé d'éditeur, donc je rappelle aussi qu'on peut lancer un petit appel à ce niveau-là. En tout cas, je redonne donc très clairement les titres de vos 2 livres. Le premier, c'est capital, c'est facile à retenir puisque votre nom c'est Alain Marx. Le deuxième s'appelle Étirement à 2, donc premier guide pour faire seul et deuxième guide pour faire avec une personne s'étirer à 2. Et on les trouve sur votre site
qu'on trouve lui-même en tapant dans Google s'étirer ses capitales. Et au niveau des prix, qu'est-ce que ça donne? Alors, c'est 25 et 26 euros avec les frais de port parce que je les envoie à la poste. Il faut m'envoyer un chèque de 29,20 € et vous recevez le livre ou les 2 livres. Pour les 2 livres, c'est 54 € pour les 2 livres. Voilà, j'espère qu'on a été tout à fait clair cette fois-ci pour répondre à tout le monde. Alors, on va retourner au standard toujours pour parler de ces étirements mésières avec Michel qui est dans la Drôme et qui a un problème de colonne vertébrale. Michel, bonjour. Oui, bonjour. Je dois déjà vous féliciter pour la qualité de vos émissions. Et en plus de ça, vous avez un homme, un soignant, là, qui a vraiment des qualités exceptionnelles. Voilà, j'ai pas l'habitude, si vous voulez, de complimenter, mais je dis ce que je pense. Voilà. Je reviens, si vous voulez, par rapport à ce que je subis. Je suis tombé dans les années 80, j'ai fait une chute de 4 mètres et je me suis fracturé la colonne vertébrale. J'ai une fracture tassement de D12 avec un déport de presque 1 centimètre. Le problème qui se pose maintenant, c'est que c'est très très invalidant et je ne suis qu'une douleur globale, c'est-à-dire, si vous voulez, ça va des épaules aux cervicales, bien sûr aux hanches, et le coup de pied, et puis j'essaie de trouver des positions antalgiques, et quand j'essaie de trouver la position antalgique, j'attrape des crampes énormes, aussi bien au niveau du mollet que des cuisses. Qu'est-ce qu'il est possible d'être fait dans ce genre de situation, et quel est le protocole que vous me conseillez? Alors bon, vous avez bien expliqué que vous avez eu un problème et qu'effectivement, cette fracture tassement existe et qu'il faut maintenant vivre avec. Comment on peut vivre avec en souffrant moins? Alors moi, je vous conseille de faire une posture qui est assez facile à faire, qui s'appelle la prière mahométane. Donc, on parle beaucoup de prière pour le moment, mais elle est un peu différente. Alors, décrivez-la nous. Donc, je vais vous la décrire. On se met à 4 pattes. Oui. À 4 pattes, et on a les bras devant, légèrement écartés. Un petit peu en avant des épaules. Et sur la respiration, toujours en respirant, on va reculer les fesses en arrière. Pour bien allonger le dos. Pour bien allonger le dos. Comme si les mains étaient scotchées devant vous. Alors, suivant la souplesse que vous avez au niveau des genoux, vous allez pouvoir aller plus ou moins loin. Descendre les fesses plus ou moins bas. Voilà. Alors, si on a mal aux genoux, on peut le faire quand même. Il suffit de mettre un peu les bras un peu plus loin et étirer. Donc, le mouvement commence lorsqu'on est dans l'étirement. Il faut faire attention parce que souvent, on veut pas reculer les fesses et les gens vont creuser le dos. Parce que dans toutes les postures, il y a ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. C'est surtout ça qu'il faut pas faire. Donc, vous avez bien compris. Vous laissez les bras devant comme s'ils étaient scotchés et tout en respirant sur plusieurs respirations, vous allez descendre les fesses en arrière. Et vous allez sentir l'étirement du dos. Voilà. Et vous restez comme ça en respirant, en soufflant. Et vous le faites 2-3 fois. Alors, si vous avez des crampes, peut-être que les chevilles sont un peu fatiguées, raides. Donc, mettez un coussin sous les chevilles pour pas avoir de crampes. Ou mettez un coussin aussi sous les talons pour que les genoux vous fassent pas mal. Et vous descendez comme ça et vous allez trouver la distance. En tâtonnant, on trouve assez facilement la distance. Ça, c'est déjà une première posture qu'il faut faire. Vous avez une question ? Nous sommes à votre service au 04 72 38 20 23. Voilà, plus que quelques minutes à passer ensemble. Un nouvel appel avec Lucette qui est en Vendée. Bonjour Lucette. Oui, bonjour. Voilà, j'ai ma fille qui a 50 ans qui fait de la fibromyalgie. Et en ce moment, elle est en mi-temps thérapeutique. Elle fait de la kiné-piscine. Elle a fait un peu de sophrologie, de relaxation. Elle est à un traitement antidouleur assez fort quand même. Et je voulais savoir si vraiment la méthode Mézières pourrait la soulager, l'aider. Alors, vous savez que la fibromyalgie, c'est un syndrome où on met beaucoup de choses. Alors, effectivement, moi j'ai eu des patientes qui avaient des fibromyalgies et il y a eu des bons résultats. Et j'ai eu aussi des patientes qui n'avaient pas de résultats. Moi, je pense qu'il faut essayer. Quand on n'a pas de résultat avec une façon de faire, avec les médicaments de soin, il faut essayer. L'approche corporelle est une approche intéressante. Mais je vais pas vous garantir que ça va marcher. Il n'y a pas besoin d'essayer beaucoup. Si vous faites 4-5 séances, vous allez savoir s'il faut aller dans ce sens-là ou pas. Et si ça marche pas dans ce sens-là, il faut essayer autre chose. Mais l'approche corporelle Mézières, il n'y a pas que cette approche-là. Et des approches intéressantes. N'oubliez pas que c'est une voie aussi somatopsychique et qu'on va déblayer beaucoup de choses. Dans le muscle, dans la crispation, il y a plein de choses. Il y a toute l'histoire, il y a plein de choses à travailler.
Voilà Lucette, donc voilà ce qu'on pouvait vous répondre. Merci en tout cas de votre appel. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit ? Ah oui, j'aimerais bien avant la fin de l'émission quand même qu'on revienne un peu sur le facteur psychologique, parce que c'est vrai, là on parle d'étirement, on en voit tous les bienfaits ce matin depuis 9h30, et puis une fois qu'on est chez soi quand même on se dit bon, c'est quand même un petit peu une contrainte, le fait de savoir que ça va être à vie, ça améliore pas forcément le moral, le fait qu'on n'est pas forcément encouragé par le monde médical non plus, qui lui met plutôt l'accent sur le sport. Finalement, voilà, comment est-ce qu'on se motive à être constant dans l'effort, à être régulier ? Écoutez, là, vous avez eu des témoignages qui ont quand même bien illustré plus que moi, je peux l'illustrer. Oui. Ces témoignages, pourquoi ces gens ont continué de s'étirer ? Parce qu'ils ont eu un bienfait pas possible et qu'ils sentent la nécessité. Je vous dis, c'est comme se laver les dents. Il y a ce monsieur qui dit que je suis un être merveilleux. Mais non, c'est la méthode qui est merveilleuse par rapport à la bêtise du traitement sur le corps qui est infligé aux gens. Et ce que vous dites, c'est finalement que les effets sont visibles et constatables de manière rapide, donc ça motive aussi. Tout de suite, ça ne veut pas dire qu'ils tiennent. Pour qu'ils tiennent, il faut poursuivre. Voilà, mais en tout cas, on peut vraiment voir ça. Si vous faites une séance, une demi-heure après, vous avez le résultat. Vous n'avez pas tout le résultat, mais vous le sentez. Vous êtes autrement sur vos pieds, autrement dans votre posture. Vous sentez que les épaules sont descendues et vous n'avez plus besoin d'être debout avec un manche à balai dans le dos pour se tenir debout. On doit être beau naturellement. Voilà. Et facile. La posture, c'est quelque chose de facile qui n'a pas besoin d'énergie, normalement. Une question de Thomas, parce qu'on n'a peut-être pas beaucoup évoqué les étirements qui doivent être faits après le sport. Thomas, il fait 30 minutes de vélo d'appartement par jour. Qu'est-ce que vous lui conseillez comme étirement après son vélo d'appartement ? Alors, la première posture, c'est la posture le passage de haie. Il faut qu'il fasse le passage de haie avec étirement postérieur et étirement antérieur. On ne l'a pas décrit, l'étirement antérieur. On peut le faire. Oui, alors on le fait parce que souvent les sportifs, on les voit s'étirer, ils font le héron. Ils sont debout, ils prennent la jambe en arrière, puis ils étirent la partie antérieure. Mais ils se penchent en avant, ils bloquent la respiration et tout. Ça, c'est particulièrement nul. Mais partout, vous voyez ça. Partout, vous voyez ça. Alors, l'étirement de la chaîne antérieure, vous mettez dans ce passage de haie, une jambe en avant, une jambe en arrière. On va décrire l'étirement de la jambe gauche, par exemple. Donc, vous fléchissez bien votre genou, vous mettez le pied sous la fesse gauche le plus possible. Vous allez tourner sur la droite en regardant à droite et vous allez descendre sur votre coude droit. Ainsi, vous avez aligné genou gauche, hanche gauche, épaule gauche. Tout en regardant à droite, vous allez mettre la main gauche sur la hanche gauche et vous tournerez le bassin de la droite vers la gauche, tout en regardant le regard. Pourquoi j'insiste sur le regard ? Parce que si vous tournez tout le tronc. Et ça se passe dans le dos. Il ne faut pas que ça se passe dans le dos. Il n'y a pas besoin de tourner beaucoup. Vous allez sentir tout de suite dans la cuisse l'étirement. Et si vous avez l'habitude de le faire debout, vous allez sentir la différence. Et ça, c'est un étirement qui est nécessaire parce que vous étirez toute la chaîne antérieure qui fait le quadriceps et le psoas. Et ça, c'est nécessaire pour les femmes qui sont en avant, qui ont mal au dos. Et elles n'arrivent pas à se redresser. Elles tirent là, sur le dos comme ça, elles se font mal. Il faut étirer cette chaîne antérieure pour enlever les freins. Comme dans votre voiture, quand vous démarrez, vous enlevez le frein à main avant de démarrer. Là, il faut enlever le frein. Merci beaucoup Alain Marx d'être venu nous voir ce matin depuis 9h30 dans votre service. Alors je rappelle encore une fois, pour se procurer vos livres, on tape dans Google C-C Capital, parce que l'adresse en elle-même du site est un petit peu complexe à retenir, mais voilà, on tape C Capital, et puis il y a donc ces deux livres, C Capital, c'est le nom du premier, et puis Étirement à deux, c'est le nom du deuxième volume. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé dans cette émission depuis 9h30, merci à Mathias à la technique, merci à Michel au standard. On se retrouve évidemment vendredi prochain entre 9h30 et 11h pour une autre émission santé. On évoquera cette fois-ci la maladie d'Alzheimer. Merci encore Alain Marx. Et merci aux témoignages que j'ai entendus.